Ladies and gentlemen, can you all hear me? I think this is not high enough. Good evening. It's a pleasure to have you here for the 76th Evening with the Changers, which we've been doing for about 57 years, so it's a real pleasure. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici pour la 67e soirée avec les changistes. Et nous sommes toujours ravis de les avoir, avec un trio remarquable ce soir. Absolument. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vincent va vous raconter tout ça. C'est un délice de cette soirée. C'est notre premier soir. It's our first evening in Paris in the summer. So please, let's all rejoice and take advantage. And try to put your cell phones on silent for the evening. That would be grand. And whoever wants information about the activities here, you sign up over there by the press where there's a pad to write your emails on. Si vous voulez avoir les nouvelles de l'actualité de l'atelier, vous avez de quoi mettre votre email là-bas vers la grande presse. Thank you for coming, Mr. Roca, please. Merci Michael, thank you Michael. Merci à Michael de nous accueillir à nouveau et au studio Michael Worth dans son entier de nous accueillir. Il y a toujours des choses extraordinaires au mur que vous pouvez voir et donc on vous encourage effectivement à profiter de ce lieu à plein dans lequel nous organisons effectivement des lectures de double change donc depuis bien des années et dont la spécificité est donc de mêler les langues, de réfléchir à la traduction, souvent aussi de pratiquer la traduction en fait sur le moment, ce qui va encore se passer aujourd'hui de plusieurs manières. Et donc ce soir, donc c'est peut-être une soirée, je ne sais pas, j'avance ça comme ça m'est venu il y a quelques secondes. J'avance que cette soirée est une soirée du vagabondage. Bon, on verra bien. En tous les cas, on a 3 lecteurs, lectrices ce soir. On va commencer par Guillaume Marie, puis nous écouterons Sandra Moussampès et puis Erin Mouret, ou Mauret. Comment on prononce ton nom, Erin, vraiment en galétien? Mauret? Erin Mouret. Non, parce que souvent on dit Erin Murray ou Erin Mouret, mais en fait c'est pas du tout son nom. Alors, donc on va avoir 3 lecteurs et puis je voulais signaler aussi qu'il y a pas mal de livres qui circulent en ce moment. Il y a des livres nouveaux qui viennent d'être publiés, il y a des livres qui viennent tout juste d'être traduits, ceux de Sandra Moussampès par exemple qui vient avec ses traductrices. Et puis il y a un livre de Chus Pato, la poétesse galicienne, Chair de Léviathan, Carne de Leviathan. Traduit par Erin Mouret dans la collection de Habib Tancourt et donc ils seront en vente ces livres. Alors je crois que c'est Abigail Lang qui va s'occuper de faire des transactions. Olivier Brossard est au film, donc nous 3 nous organisons ces lectures. Allez. Donc Guillaume Marie, on est ravis de le recevoir. Il est notamment le fondateur du collectif Pou, et je crois que c'est comme ça que je l'avais rencontré au tout départ, lors de la remise d'un prix autour du collectif Pou, il me semble. Et puis ensuite, donc, je me suis intéressé à son travail qui est à la fois un travail de poète et un travail de romancier, ou un travail de quelqu'un qui crée des récits, qui écrit des récits. Et peut-être avez-vous lu le livre « Je vais entrer dans un pays » qui a été publié chez Corti l'an dernier, c'est ça, l'an dernier, qui est un livre assez petit comme ça, mais extrêmement puissant et qui, moi, à la lecture, m'a complètement renversé. J'ai lu ça cet été et j'ai dit « Voilà le livre qu'il faut écrire, si je puis dire. Voilà le livre vraiment incroyable qui se situe entre le roman
entre le récit et en même temps qui est comme de la poésie finalement. C'est un livre qui est écrit à partir de la vie et le parcours d'un moine ermite mendiant vagabond, Benoît-Joseph Labre, dont on sait des choses et pas grand-chose, et tout le récit en fait consiste précisément à nous dire cette vie, mais plus que de nous dire cette vie, c'est vraiment de créer de la texture autour de ce vagabondage, et je vous encourage fortement à le lire. Guillaume Marie est également poète, comme je le disais, il a publié de nombreux poèmes dans les revues, notamment Sabir, Poésie, et ce soir, donc, il va lire deux choses, des extraits de ce roman, de ce livre, je dis roman, mais de ce livre, de ce récit, Je vais entrer dans un pays, et des extraits d'un poème en cours qui est lui aussi fragmentaire, donc ça aura à voir avec peut-être le vagabondage et le vagabondage entre des fragments. Okay. So I'm just saying this in English just very, very quickly. So Guillaume is our first reader, and he is a poet and also a novelist, and I was really struck by his book, Je vais entrer dans un pays, I will enter a country, something like that. Cole, would you say that? Yeah. So it was published last year with Corti, and it's just an amazing, extremely short and dense and condensed narrative about Benoît-Joseph Labre, who was a vagrant hermit, monk, whatever, and we don't know a lot about him, but Guillaume manages to create this amazing book out of this little bit that we know. So tonight he's going to read both from that book and also fragments, poetic fragments, and that's an ongoing project. Guillaume. Merci Vincent. Moi qui avais déjà la pression, merci beaucoup pour ce que tu dis. Est-ce qu'on m'entend? Trop peut-être? Non? Donc je vais en effet commencer par lire deux extraits de Je vais entrer dans un pays, qui est sorti donc en février 2024 aux éditions Corti. Et je rappelle, juste pour préciser, peut-être, que donc il suit le parcours de Benoît-Joseph Labre, et qui est quelqu'un qui a vraiment existé, et qui est mort en 1783 de mémoire, et qui a été canonisé un siècle après sa mort. Il était plutôt beau, il était presque roux, il avait les cheveux courts, les fronts hauts, les yeux rentrés, le regard doux. Il avait les pommettes saillantes. Il avait une barbe peu fournie qui se limitait au contour de sa mâchoire. Le nez fin, pointu, les épaules rondes. Il n'était pas très grand. À la fin de sa vie, il était bien trop maigre. Il ne saisissait pas tellement l'intérêt de vivre avec les gens. Il a su assez tôt qu'il n'y arriverait pas. Il n'avait pas envie d'apprendre un métier, de gagner de l'argent, d'avoir un savoir-faire ou même de la beauté. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû séduire les femmes ou bien les hommes, faire le beau, être fort. Il s'en fichait vraiment. C'était quelqu'un de très doux. Vivre lui suffisait. Regarder le ciel, les rochers, les oiseaux. Le reste n'était rien. Il n'avait pas envie de s'extraire de sa condition. Il n'avait pas envie de conquérir quoi que ce soit. Il s'étonnait que les gens gardent autant de choses. Pour lui-même, peu était trop. Il ne comprenait pas ce qu'ils en faisaient. Il ne comprenait pas l'intérêt des maisons. Il était sans jugement. Il ne comprenait pas. Parfois, c'était comme s'il n'entendait pas le langage des humains, où menait leur bavardage compliqué, de quoi il s'amusait en se tapant sur le ventre. Il voulait de l'amour, quelque chose d'intense, d'éternel, mais sans lui. Il voulait disparaître dans cet amour. Il n'avait aucun prix à donner pour sa peau, il voulait s'effacer. Alors, exister était presque trop.
Il était angoissé. Il voyait bien comment on peut s'écarter du chemin qu'il jugeait le meilleur, comment les gens s'en fichent, s'attachent à des bêtises, comment on lui aime parfois. Son esprit se tordait, parfois n'en dormait plus. Il aurait bien aimé savoir comment faisaient les saints. Il en pleurait. Il craignait ne même pas mériter la plus petite des considérations. Il ne pensait pas être digne qu'on lui parle. Il avait le dégoût de croire être quelqu'un. Il avait honte de lui. Les gens disaient qu'il était exalté, il était trop sérieux, il n'avait pas d'amis. Il était ce qu'on appelle insensible. Il était parfois très renfermé, trop sombre. On dirait sans doute aujourd'hui dépressif. Il ne parlait pas beaucoup. Très jeune, il avait dit qu'il voulait quitter tout, donner tous ses biens, dire adieu à sa famille. Il voulait s'enfermer. Sur la route, il allait avec les vagabonds. Et parmi ceux-là, avec les plus moches, les moins aimables, les plus malades. Les enfants lui jetaient des pierres en riant, le pourchassaient avec des bâtons. Quand il était en prière, allongé sur le sol, il arrivait quelquefois qu'il lui marche dessus. Il souriait. Les mendiants se moquaient de lui, de sa piété, des arrêts qu'il faisait à la moindre chapelle. Il le tapait. Lui ne disait rien. Il était sûr que c'était là précisément sa place. Il continuait de marcher en chantant. Mais les gens des villes et des villages commençaient à le regarder. Ils voyaient assez bien qui il faisait mine d'être et qui il était vraiment. Ils voyaient qu'il passait son temps à marcher ou prier, qu'il ne cachait rien, jamais, qu'il ne possédait rien. Ils le regardaient se délester sur les autres des sous qu'on lui jetait. Ils voyaient qu'il était très maigre, qu'il ne mangeait que du pain, des croûtes, qu'il donnait tout le reste. Il passait dans les rues et on voyait son calme, son sourire, sa faculté d'absorber tout. Les gens le regardaient. Ils voyaient son regard qui était très profond. Ils voyaient qu'il était très sérieux. Ils le voyaient lire, ils l'entendaient chanter. Ils voyaient qu'il ne recherchait rien d'autre que se mettre dans un coin et prier. Alors, ils commencèrent à dire qu'il était un saint. La rumeur courait. Les gens le repéraient quand il arrivait, allaient lui poser des questions sur la vie, sur les cieux. Au début, il répondait avec plaisir. Et puis, il voyait leurs yeux qui étaient pleins d'admiration ou de ferveur. Il fuyait aussitôt. Les angoisses lui revenaient. Chaque marque de respect était une épreuve. Déjà que communier était trop haut pour lui. Il était pris de panique. Il se voyait perdu, bouffé par les péchés. Le monde le rattrapait. Parmi les mendiants louches, les gens le distinguaient. Les curés lui souriaient, relativisaient quand il parlait de ses fautes. Alors, cela ne le dérangeait pas de mentir. Il s'inventait des péchés pour la confession. Il jura de ne plus jamais se laver. Il fit le vœu de rester pur, mais le plus sale possible. Ainsi la crasse s'accumula. Il ne s'arrêtait plus pour tremper ses pieds dans les rivières. La poussière s'insinuait entre ses orteils. Il prenait sur la route les chemins les plus boueux. Il n'enlevait plus ses parasites. Il conversait avec ses puces, avec ses poux, les encourageait doucement. Il leur parlait d'amour, leur faisait des sermons comme François aux oiseaux, comme Antoine aux poissons. Il sentit sur sa peau s'accumuler la terre. Entre lui et le monde, il avait désormais une bonne couche de souillure. Il commençait à puer sérieusement. Il attira les mouches. Bientôt, ce fut une infection. C'est à ce moment sans doute
que ses vêtements commencèrent à entrer dans l'état de haillons. Les coutures se détachaient sans qu'il ne les reprisse plus. Les couleurs se noyaient sous le gris de la saleté. Son grand manteau se délabrait, se déchirait. Il quittait la silhouette habituelle des humains raisonnables. Littéralement, il se délabrait. Et bien sûr qu'on habite son nom. Mais lui, précisément, ne voulait plus habiter nulle part. Délabrer, au sens premier, c'est mettre en pièces quand on parle d'un tissu. En faire des lambeaux. On délabre, par exemple, une tapisserie. Et après, bien sûr, c'est devenir en mauvais état à propos de tout. Une maison se délabre. Des relations se délabrent. Une santé se délabre. Pour lui, c'était quitter le nom que les générations lui avaient légué. Déchirer ce vêtement. Fini la transmission de père en fils dans la grande chaîne des héritages de la famille de la région de Béthune. C'est la rupture. Voilà pour ces livres. Maintenant, je vais vous lire des extraits d'un projet en cours qui n'est pas du tout fini, qui est un projet fragmentaire, à tendance aphoristique, qui porte pour l'instant le nom provisoire totalement très pompeux de « Éléments d'une éthique nouvelle ». Ce que je vais vous lire, quasiment en intégrale, a été publié l'année dernière dans la revue Sabir. Alors je ne sais pas comment faire la transition entre les fragments, mais c'est pas grave. Si vous pensez qu'il y a des fragments qui sont collés les uns aux autres, eh bien tant pis pour vous. Élément d'une éthique nouvelle. Je me dis que je vais venir à bout de quelque chose. Je me dis que je vais venir à bout. Je ne sais pas, des vivres, de listes, de certains livres. Je me dis, je vais venir, et tout se fige. Tout à coup, tout se fige. On me trouve des ressemblances avec l'horizon. Certes, toujours un peu loin, mais finalement assez plat. Je suis allongé comme tous les soirs. Tous les soirs, je suis allongé. Et je me demande, comme tous les soirs, ce que j'ai vécu. Quel a été le moment de ma journée le plus important? Parce que quand je vis les choses, je ne m'en rends jamais compte. Alors le soir, je tâche de m'en souvenir. Et je me pose la question, qu'ai-je donc vécu? Aujourd'hui, pas grand-chose. Une promenade, des provisions, une révolution, dans la façon qu'on a de ce quoi? De se tenir sur une jambe en attendant la caisse, quelque chose comme ça, pas davantage. Mais dans une journée, c'est déjà ça. Guy l'ennui, Guy la douleur, a peur du vide, a peur du noir, a peur des ascenseurs. On dit à Guy, tais-toi, on dit à Guy, détends-toi. Roule ma peau dans la nuit. Il y a quelque chose d'immense qui te regarde pendant que tu fouilles dans tes souvenirs pour trouver ce qui a pu te rendre malheureux. Qui dira ce qui se niche dans ce que nous supportons? Qui dira nos envies de cacher ce que nous supportons? Quels sont les éléments qui permettent au langage d'émerger dans l'espace, tandis que le temps, doucement, sous la table, pendant que j'écris, glissant sur le sol à ma gauche, passe. Comprendre les choses de la poitrine. Les pleurs qui se nichent dans les seins, les mains qui s'agrippent autour des tétons, hommes ou femmes. C'est quelque chose d'unique, qui est plus beau qu'une maison, et qui est le haut du corps. Me souvenant de choses, je marche dans mes pensées. Ai-je assez dit que non?
Je penche la tête en arrière. Mes yeux tombent sur le plafond. Et là, une bête. Je vais changer le vin qui tremble dans le verre posé sur la table. Je vais changer en voix le vin qui tremble. Je me décale. Quand je me décale, je me décide. Dans la journée, j'ai de moins en moins de réserves de vie disponibles. Je suis à plat au bout de 3 ou 4 heures. Je dois me brancher le plus souvent possible. J'envie les choses de la mer, qui dans le fond s'en fiche un peu. J'attends mais j'ai confiance. J'ai confiance et j'attends. Tu sais bien que dès que je commence à suer du front et des épaules, de la paume de la main, je me mets à fondre. Tu sais bien, ça devait arriver. Regarde-moi, je n'ai plus de pieds, plus de mains, à ma gauche. Et voilà, ça commence. Je suis un grand glaçon, j'ai du poil à la main. Ce n'est pas le bon mot, je ne peux y arriver. Mon corps est trop liquide et mon poumon commence à brasser de l'eau froide. Je sais qu'à l'arrivée, je serai un poisson. Et tant pis pour mes mains. Je vois bien sur mon dos arriver des écailles roses et des nageoires commencent à remplacer le bras où j'avais une main. Je fonds bien et mon esprit commence à habiter ce corps. Ça devait arriver. On m'envoie tout à l'heure un emoji soleil. Prenons 2 champs. L'un est fauché, l'autre debout. Libérons un troupeau de moutons dans le champ debout. Ce qu'on retiendra, non, ce qu'on oubliera. Ce qu'on oubliera, c'est la musique. Merci.